Ah, la clause de non-concurrence au Gabon, c'est un sujet qui peut vite devenir un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Mais c'est absolument crucial de bien le maîtriser, que l'on soit du côté employeur ou du côté employé. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble. Imaginez un peu le scénario. Un salarié clé, celui qui connaît tous les rouages de l'entreprise, décide de partir. Forcément, il emporte avec lui son expérience, sa connaissance des clients et peut-être même quelques secrets de fabrication bien gardés. La grande question, c'est comment une entreprise peut-elle se protéger sans pour autant mettre des bâtons dans les roues de son ancien collaborateur? Eh bien, c'est exactement là que le bât blesse. Tout est une question d'équilibre. Un équilibre qui est, il faut le dire, assez délicat à trouver entre la protection des intérêts de l'entreprise et le droit de chacun à travailler. Voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, on a l'employeur. Son but, c'est de protéger ce qui fait la valeur de sa boîte. Ses fichiers clients, ses secrets commerciaux, son savoir-faire, c'est tout à fait légitime. Et de l'autre côté, l'ancien salarié, qui lui a le droit fondamental de gagner sa vie en utilisant ses compétences. La clause de non-concurrence, c'est un peu l'arbitre qui essaie de mettre tout le monde d'accord. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement une clause dans un contrat qui dit au salarié « Une fois que tu es parti, tu ne peux pas exercer une activité concurrente qui pourrait nous faire du tort. » Mais attention, et c'est très important de le souligner, au Gabon, ce n'est pas carte blanche. Loin de là. C'est très strictement encadré par la loi. Justement, parlons de ce cadre légal. On peut appeler ça les règles d'or si on veut. Pour qu'une clause de non-concurrence soit valable au Gabon, elle doit respecter des conditions ultra précises. L'improvisation n'a pas du tout sa place ici. Première limite, et elle est on ne peut plus claire, la durée. La clause ne peut absolument pas dépasser 12 mois. 12 mois, point final. Pas un seul jour de plus. C'est une protection essentielle pour ne pas bloquer indéfiniment un ancien salarié. Deuxième limite, cette fois-ci, elle est géographique. L'interdiction de faire concurrence est limitée à un rayon de 5 km autour du lieu de travail. C'est très précis et ça évite d'empêcher quelqu'un de retravailler sur tout un territoire. Et ce n'est pas tout. D'après l'article 52 du Code du travail gabonais, la clause doit obligatoirement être écrite. Elle doit aussi être justifiée par un intérêt légitime pour l'entreprise. Elle ne s'applique qu'en cas de démission ou de licenciement pour faute lourde. Elle doit aussi lister précisément les activités interdites et, point fondamental, prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. S'il manque une seule de ces conditions, et surtout la fameuse compensation financière, un juge peut tout simplement annuler la clause. Elle devient alors complètement inapplicable, comme si elle n'avait jamais existé. La rigueur, ce n'est donc pas une option, c'est une obligation. Bon, on a vu la théorie, maintenant passons à la pratique. Concrètement, ça ressemble à quoi une clause de non-concurrence et comment ça marche au jour le jour? La première chose à retenir, la base de tout, l'écrit. Tout, absolument tout, doit être écrit noir sur blanc. Soit dans le contrat de travail initial, soit dans un document à part, un avenant, signé par les deux parties. Un accord à l'oral, une poignée de main, ça n'a aucune, mais alors aucune valeur juridique. Voici un exemple typique de ce à quoi une clause bien rédigée devrait ressembler. On y retrouve tous les éléments essentiels dont on vient de parler, l'engagement du salarié, les limites précises de temps et de lieu, et bien sûr, cette fameuse contrepartie financière. C'est ce qui la rend claire, précise et surtout conforme à la loi. Mais alors, que se passe-t-il si l'ancien salarié ne respecte pas son engagement? Comment l'employeur peut-il faire valoir ses droits? Regardons la procédure à suivre. La démarche est assez logique et se fait en plusieurs temps. D'abord, l'employeur doit rassembler des preuves solides de la violation. Ensuite, il envoie une mise en demeure, une sorte de dernier avertissement, pour tenter une résolution à l'amiable. Et si ça ne suffit pas, la dernière étape, c'est l'action en justice pour faire constater la violation et obtenir réparation. Et au tribunal, que peut réclamer l'employeur? En général, deux choses. D'abord, le remboursement des indemnités qui ont déjà été versées. Et ensuite, des dommages et intérêts pour réparer le préjudice réellement subi par l'entreprise. Pour conclure, récapitulons les meilleures pratiques pour que tout se passe pour le mieux, que ce soit pour l'employeur ou pour l'employé. Si on devait tout résumer en un mot, ce serait rigueur. Il faut toujours pouvoir justifier la nécessité de la clause. Il faut être scrupuleux sur les limites 12 mois, 5 km. Il faut définir une contrepartie financière juste et proportionnelle. Et enfin, garder une trace écrite de tous les paiements et de toutes les communications. C'est la meilleure façon d'éviter les litiges. Finalement, toute cette histoire de clause de non-concurrence nous ramène à une question de fond. Où est-ce qu'on place le curseur entre la protection légitime des intérêts d'une entreprise et la restriction de la liberté de travailler? C'est une question qui reste vraiment au cœur des débats en droit du travail.